suis Laurent Laforêt, je m'occupe du digital pour L'Oréal Luxe. Alors L'Oréal Luxe, c'est quoi? C'est les marques comme Lancôme, Markman, Yves Saint Laurent, Kills, Urban Decay, Clarisonic, Diesel, Shuemura, et encore d'autres marques que nous commercialisons en direct ou évidemment par des distributeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une révolution qui a impacté notre secteur et qui a fortement modifié la façon dont on avait de communiquer pour l'industrie du cosmétique. En fait, on a vu l'émergence assez rapidement d'un média à part entière, qui sont les influenceurs. Les influenceurs, c'est quoi? C'est des blogueurs, c'est des youtubeurs, principalement, dirons-nous. Et leur puissance est devenue absolument colossale dans notre industrie et nous a fortement impacté, et en particulier sur le maquillage. Je reviendrai un peu plus tard sur le sujet du maquillage et de l'importance qu'a eu l'émergence de ces influenceurs dans notre secteur. Alors, pardon, c'était le rouge. Non. Alors, pour revenir à notre marché, hier, on était dans une situation qui était relativement simple. On avait une relation top-down avec nos consommateurs. On parlait beaucoup produits, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et on utilisait les médias assez traditionnels pour communiquer auprès de nos consommateurs finaux qui se rendaient dans des points de vente et qui achetaient nos produits. Et la beauty advisor, la conseillère beauté, eh bien, réussissait à convaincre le consommateur qui avait été déjà séduit par nos produits sur les grands médias pour acheter le produit. Bon. Alors aujourd'hui, la situation est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que le customer pass, comme on dit, de nos consommateurs, il a complètement explosé et tout est devenu très très compliqué. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, voilà ce qu'il fait. Alors, j'ai essayé rapidement de synthétiser une sorte de nouveau parcours du consommateur, et ce nouveau parcours du consommateur, il est rendu possible parce qu'il y a Internet. Alors, désormais, le consommateur, il a accès à une foultitude de sources d'informations, alors appelez ça des médias, des supports, etc., où il va valider son achat. Alors, tout commence toujours fondamentalement par les grands médias, qui ont toujours une influence extrêmement forte, et puis ensuite, il est intéressé par un produit, et ensuite, il va aller sur tout cet environnement-là, et en particulier sur l'environnement blogueur, youtubeur, sur les médias sociaux, pour valider son achat. Son achat, il est à 90% encore physique, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des tas d'interactions. Et ces interactions, elles sont avant, pendant et après l'achat. On considère qu'il y a 75% des consommateurs dans l'univers des cosmétiques qui a une interaction avec Internet. Pas forcément l'achat, évidemment, mais une interaction avec Internet. Alors, pour revenir un peu avec ce qui se passait autrefois, bon, c'était très sympa, autrefois, on avait des grands médias, les marques avaient des canaux relativement privilégiés de communication, les médias presse et TV principalement, et puis on faisait des PR de façon assez traditionnelle, avec des gens qui étaient des spécialistes des PR sur Internet. Bon. Bien sûr, je vais me rapprocher du micro, pardon. Et étrangement, ces médias papier ont perdu une grande partie de leur légitimité. Pourquoi? C'est un peu étonnant de le voir, mais ils ont laissé la main à ces fameux influenceurs, ces fameux youtubeurs, qui ont acquis une légitimité à force de blogs, à force de tutoriaux, à force de vidéos explicatives sur leurs produits, et ces gens-là ont des millions et des millions de subscribers, de gens qui suivent ces programmes ou ce nouveau média. Alors, cela a été accéléré aussi par un phénomène qui est la fusion du mobile et de la vidéo qui a favorisé très très fortement leur propagation. Alors YouTube, évidemment, mais aussi des nouveaux vecteurs comme Instagram. Alors bon, je ne vous ferai pas l'injure, encore une fois, de vous parler de l'essor du mobile. Je vous ai remis quelques chiffres ici sur les populations jeunes. Donc tout ça se traduit que ces nouveaux influenceurs, qui sont des gens qui utilisent massivement la vidéo et la photo, ont un très très bel avenir devant eux. Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire sur ces fameux youtubeurs et ces influenceurs, qui sont aujourd'hui vecteurs de vente sur les cosmétiques. Alors, ici, je vous ai donné un exemple, qui est un exemple américain, qui est une jeune femme qui s'appelle Michelle Phan. Alors, ça date déjà plus de 5 ans. Cette youtubeuse a un peu plus de 8,5 millions de subscribers. Et le secret de sa réussite, c'est des vidéos qui sont pas mal foutues, de l'abonnement, donc une fois par semaine. Évidemment, on diffuse quelque chose sur Internet, on a des rendez-vous hebdo, comme je le disais, des conseils pratiques, et puis surtout un ton un peu plus fun et décalé que
peut-être les pillards que faisait la presse traditionnelle. Alors elle a aussi créé voilà, des blogs plus traditionnels, mais son succès vient plutôt de YouTube. Et puis, donc elle était un peu généraliste. Et puis est arrivé le début de la segmentation sur les sujets. Alors là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Enjoy Phoenix. Qui connaît Enjoy Phoenix dans la salle? Ces dames, voilà, très bien. Alors Enjoy Phoenix, elle est beaucoup plus mass market. Et elle a un extrême succès. Alors elle est pour l'instant en France. Alors nous collaborons par exemple avec L'Oréal Paris, la division des produits grand public de L'Oréal, et nous avons créé avec elle une chaîne qui s'appelle T'as du gloss, qui est une chaîne dédiée à Je m'aime Evelyne, et avec des rendez-vous hebdo. En termes de segmentation, si on continue, là je vous ai mis quelqu'un qui est Chiara Ferragni. Alors, je suis assez à moitié italien, alors je vais en parler, avec The Blonde Salad. Alors elle s'adresse plutôt à du haut de gamme. Elle n'a que 56 000 subscribers, mais elle exerce une extrême influence sur les populations qui la suivent. Et nous avons fait avec un test avec elle, avec une marque que je ne citerai pas, mais une grande marque de maquillage du groupe Couture. Et c'est la seule action qu'on a faite avec elle, et on a vu une augmentation assez importante, à 2 chiffres, de nos ventes au sein de la distribution. Et le seul événement qu'on avait fait avec elle, c'était une opération PR avec elle. Alors, les blogueurs, est-ce que ce sont des accompagnateurs de tendance, ou est-ce qu'ils subissent la tendance? Bon, j'en sais rien, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Mais dans le domaine du maquillage, s'ils ne sont pas explicatifs de la croissance du secteur du maquillage, qui est l'un des secteurs en forte croissance, il est très clair qu'ils ont contribué à l'essor de cette nouvelle façon de se maquiller et de nouvelles modes de maquillage. Alors, sur quelle plateforme les influenceurs sont? Alors, évidemment, YouTube, c'est le paradis des influenceurs. C'est là où ils s'expriment de façon extrême et de façon extrêmement efficace avec ce principe de l'abonnement. Mais il est très clair que Instagram aussi constitue maintenant un nouveau vecteur intéressant où on voit des croissances assez importantes de la présence des youtubeurs. Et puis on verra tout ce qui se passera bientôt avec Snapchat quand on réussira à trouver quelque chose sur Snapchat. Et sur Periscope éventuellement, puisqu'on a vu que sur Periscope, il semblerait que les vidéos maintenant, ils ont annoncé ça récemment, auraient une validité plus longue. Donc on verra ce qui se passera sur Periscope. Alors, les influenceurs, bon, la puissance n'est pas tout avec les influenceurs. On retrouve la même logique de la short tail, la long tail, et segmenter est le maître mot d'une collaboration avec eux. C'est-à-dire bien identifier quel est votre objectif. Est-ce que vous cherchez de la puissance ou est-ce qu'au contraire, vous cherchez à toucher une cible un petit peu plus affine? Et le point extrêmement stratégique, c'est bien de faire tout ça, mais il faut absolument mesurer ce qu'on fait. On n'est pas dans le côté farfelu du sujet en se disant on fait des PR. Non, les PR, ça se mesure en termes de citations, et il existe sur le marché de nombreux acteurs qui vous permettent de mesurer. Alors, il y a déjà beaucoup de monde sur le secteur des youtubeurs, des blogueuses, et on observe déjà un peu des phénomènes de lassitude chez certains suiveurs, consommateurs. On voit l'arrivée de nouveaux influenceurs qui prennent le pas sur d'autres. De façon assez intéressante, on voit des hommes, par exemple, qui s'intéressent un peu plus à la beauté, qui était quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais clairement, la bataille est très acharnée entre les marques pour s'assurer de part de voix significative auprès des youtubeurs et des différents influenceurs sur Internet, et là, auquel j'ai pas beaucoup d'explications sur ce qui se passera demain, mais probablement une sursegmentation probable avec des mass market et des gens beaucoup plus sélectifs. Alors, quelle est la relation qu'une marque doit avoir avec des youtubeurs? Alors, la législation évolue aujourd'hui et très clairement, on va dans le sens qu'un YouTuber va apparaître comme étant un média, et il faudra dire très clairement, et déjà la législation française va dans cette direction, et bien que nous avons payé pour être cités et être présents, parce que sinon, évidemment, nous allons un peu tromper le consommateur, et puis de toute façon, nous délégitimerons le média lui-même. Nous sommes dans un média de PR qui est censé être neutre. Pour finir, un influenceur, ce n'est pas un vendeur. Ce n'est pas fait pour vendre de la sauce. C'est un média relativement neutre. Nous avons eu quelques expériences dans le passé où nous avons essayé peut-être de confondre certains rôles, et cela n'a pas très bien fonctionné. D'autres marques ont essayé de le faire, et ça n'a pas non plus fonctionné. Un YouTuber, un blogueur, c'est d'abord un média avec lequel il faut collaborer, et de façon extrêmement honnête, sinon ce média perdra de sa crédibilité. Alors, comme vous l'avez vu, nous utilisons aujourd'hui ces youtubeurs, ces influenceurs de façon globale, parce qu'ils ont une influence extrême et extrêmement importante
c'est un média, et j'oserais dire c'est parfois un média qui est peut-être plus important que la presse sur les populations de moins de 30 ans, donc le sujet est très sérieux et très important. Sur les populations de moins de 30 ans, si vous voulez lancer une marque en France, pas besoin de faire de la presse. Il faut absolument trouver un moyen de contacter ces influenceurs, ces blogueurs, et d'avoir une stratégie extrêmement pertinente. Alors tout ça pose le problème du contrôle des contenus que les marques diffusent auprès de leurs consommateurs et le contrôle de la relation avec le consommateur final en termes de médias, si je puis dire, en termes de discours. Et là, évidemment, il y a toute une réflexion un peu plus philosophique sur les contenus et sur la nécessité qu'ont les marques de redéployer des contenus qu'elles contrôleront mieux pour reprendre un peu le contrôle du discours qu'elles peuvent avoir avec cet environnement de plus en plus complexe que nous avons sur Internet. Voilà, merci beaucoup, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de ce sujet pour les cosmétiques. Mais laissez-moi une seconde, mais aussi, il y a un sujet, par exemple, il y a d'autres secteurs qui sont extrêmement impactés par ces sujets de tutoriaux, par ce sujet de blogueurs. J'ai rencontré récemment des gens dans le domaine du bricolage qui me disaient que c'était un sujet stratégique. Voilà.